Donc bonjour, rebonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus pour cette présentation. Donc en fait, elle est intitulée Les conséquences du réchauffement climatique. Vous allez voir que ce n'est pas des conséquences en termes de conséquences physiques, c'est en termes de conséquences à attendre. Comment ça se passe déjà, comment les gens ont réagi par rapport aux éléments que j'avais présentés dans la première conférence, et quelles sont les problématiques auxquelles on va faire face, et notamment les choix énergétiques. Et ça va être l'objet de cette présentation. Donc en fait, je vais juste rappeler quelques éléments sur les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre par région dans le monde, parce qu'on va voir justement il y a des inégalités au niveau mondial là-dessus qui sont assez importantes. Et nous en Europe, j'aurais pu focaliser sur la France, mais par manque de temps, j'ai préféré faire l'Europe qui me paraît plus pertinent. Et après, on verra les choix énergétiques, les ressources pétrolières. En fait, les choix énergétiques vont nous poser des questions sur les ressources que l'on a, et notamment les ressources pétrolières, l'électricité, possiblement fossile, avec piégeage et stockage du CO2. Et je ferai aussi une aparté sur le nucléaire, parce que justement en Normandie, on en parle beaucoup. Et voilà, je vais donner quelques éléments sur le nucléaire. Alors, juste pour refaire rapide, il y a des choses que j'ai déjà peut-être présentées, donc je vais essayer d'aller assez vite. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, on est en petit comité, donc on peut discuter sans problème. Et donc en fait, ce qu'on avait dit, c'est que la partie... j'ai redonné vite fait la composition de l'atmosphère, et quand on fait la somme là, du diazote, de l'oxygène et de l'argon, on voit que la somme fait déjà 100%. Et donc en fait, les gaz qui sont les gaz à effet de serre, qui sont rapidement ceux que j'ai mentionnés en rouge ici, en fait sont dans des quantités ou des concentrations qui sont finalement assez faibles, voire très très faibles pour certains ici. Il y a bien sûr la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, c'est assez problématique parce que c'est un rôle ambivalent. Je n'ai pas trop le temps de rentrer dans les détails, mais surtout, les gaz les plus emblématiques sont le dioxyde de carbone, le méthane, l'ozone et le protoxyde d'azote. Il y en a d'autres, on les verra, mais voilà. Vous voyez que les concentrations sont de l'ordre de on appelle ça des ppm, donc parties par million. C'est en fait des concentrations de l'ordre du millionième. Juste pour... comme il y avait plusieurs gaz, comme dans toute chose, quand on veut comparer, on est obligé d'avoir un équivalent, en fait, d'avoir quelque chose qui nous permet de comparer. Vous verrez aussi l'acronyme GHG pour Greenhouse Gas en anglais, parce qu'il y a pas mal de graphiques peut-être où ce sera encore en anglais avec Greenhouse Gas. Et donc, en fait, pour pouvoir comparer, comme j'ai dit qu'il y avait plusieurs gaz, on parle d'un équivalent. Et l'équivalent, elle est assez simple, c'est la tonne équivalent carbone. Et donc, c'est cet acronyme que vous verrez là, une tonne équivalent carbone. Alors, en fait, à partir de là, on peut comparer tous les gaz et toutes les émissions au niveau mondial. Et donc, en fait, typiquement, comment on compare la tonne de CO2, par exemple, à une tonne d'équivalent carbone? Et ben, c'est tout simplement le poids du composé carbone, ici, dans le CO2. Donc en fait, ici, alors ça va faire appel à de la chimie, mais si on ne se trompe pas, le carbone, c'est 12, si je ne me trompe pas. Ça, c'est 16, la masse molaire atomique du carbone, c'est 12, hein, c'est ça. L'oxygène, c'est 16. Et donc, si on fait 12 divisé par 12 plus 2 fois 16, on fait un petit calcul, et normalement, si tout se passe bien, ça doit tomber sur exactement cette valeur-là, ici, c'est-à-dire 0,273. Et c'est comme ça qu'on fait le calcul ici, pour avoir une tonne équivalent CO2 est égale à 0,273 tonnes équivalent carbone. Donc à partir de là, on peut faire toutes les conversions que l'on veut, comme ça on peut, entre guillemets, faire un classement des pays qui émettent le plus de gaz à effet de serre par rapport aux autres, et voir qui est responsable, et ainsi de suite. Il y a malheureusement un autre élément qui est un petit peu à prendre en compte, c'est le pouvoir de réchauffement global. C'est-à-dire qu'en fait, les gaz à effet de serre ont une durée de vie dans l'atmosphère, et ces gaz à effet de serre ont des durées de vie qui changent, c'est-à-dire selon le composé en question. Et donc, c'est là où, ça je l'avais déjà un petit peu présenté, c'est que le CO2, c'est notre référence. Et lui, il a une durée de vie de 125 ans, on en avait déjà un petit peu parlé la dernière fois, ce qui est problématique, mais néanmoins, c'est comme ça. Le méthane, lui, il a un pouvoir de réchauffement global de 21. Donc ça veut dire qu'en fait, si on émet une tonne de méthane, c'est 21 fois plus puissant que le CO2 en termes de capacité à réchauffer l'atmosphère.
Donc c'est un petit peu un problème parce que quand il y a des émissions de méthane, c'est 21 fois plus puissant. Néanmoins, le méthane, lui, il a une durée de vie dans l'atmosphère qui est que de 12 ans. Et donc en fait, notamment, il y a eu des petits soucis parce que certains pays, notamment, il y avait des émissions de méthane sur les décharges ou des décharges industrielles. Et donc pour diminuer ponctuellement, localement leurs émissions de gaz à effet de serre, ils brûlaient le méthane ici en le transformant en CO2. Donc localement, momentanément, ça leur faisait baisser leurs émissions, mais sur le long terme, ce n'était pas forcément un bon calcul. Néanmoins, il n'y a pas que le méthane, il y a aussi, on a parlé un peu du protoxyde d'azote. Lui, le protoxyde d'azote, il est 310 fois plus puissant que le CO2. Donc c'est vraiment des gaz qui sont, on va dire, à éviter. Et le pire du pire, c'est tous les gaz fluorés, CFC, la moyenne générale des CFC, qui eux sont en moyenne, alors ça peut varier, mais sont 16 000 fois plus puissants. Et tous ces gaz-là, c'est les gaz notamment utilisés dans les aspects calorifiques, frigidaire, climatisation, tout ça. Et c'est pour ça que notamment quand on fait réviser sa climatisation, l'opérateur doit prendre exactement la quantité de fluide calorifique qu'il met et qu'il enlève, parce que clairement, une petite quantité de ces gaz-là qui part dans l'atmosphère, ça devient tout de suite non négligeable. On aurait tendance à croire que c'est que dalle, et en fait non, c'est loin d'être négligeable. Donc il y a ces aspects-là. Alors, si on regarde maintenant comment on fait notre calcul typiquement, le méthane a un pouvoir de réchauffement global de 21, une tonne de méthane égale à 21 tonnes de CO2, et donc une tonne de méthane égale à 21 fois 0,273 tonnes équivalent carbone. Donc une tonne de méthane est égale à 5,7 tonnes équivalent carbone. À partir de là, on peut faire tous les calculs que l'on souhaite et donc qualifier les émissions de gaz à effet de serre par pays. Qui émet le plus, donc je pense que ce n'est pas un palmarès qu'on essaie d'avoir, mais surtout comment on diminue nos émissions de gaz à effet de serre et quantifier les diminutions de gaz à effet de serre avec un équivalent unique pour tout le monde. Une sorte de monnaie d'échange. Voilà. Je l'ai dit et je réinsiste, la majorité de ces gaz sont des gaz qui existent à l'état naturel. Typiquement, ici, CO2, méthane, vapeur d'eau et eau de manière générale. Protoxyde d'azote sont des gaz qui existent à l'état naturel. Et comme je l'avais dit, l'effet de serre naturel, il est bien. Malheureusement, le problème, c'est les perturbations anthropiques et l'augmentation de ces gaz-là, plus certains gaz, de gaz de synthèse, type CFC ou d'autres, qui ont été synthétisés ou créés et qui sont des gaz à effet de serre et qui posent problème. Aussi, un des derniers points, je crois que je ne l'avais pas présenté, donc je voulais le redire, on aurait tendance à croire que l'atmosphère est vaste. On se souvient, on avait dit qu'il fait à peu près une centaine de kilomètres si on reste jusqu'à la mésosphère. Néanmoins, à l'échelle, ici, si on prend juste le haut de la troposphère ou les 100 km pour aller jusqu'à la mésosphère, en fait, c'est entre 50 et 100 km d'altitude. Et si on compare ça au rayon de la Terre, qui est environ de l'ordre de 6380 km, et tout de suite, l'épaisseur de l'atmosphère devient très 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 fin. Et en fait, c'est une remarque qu'on fait assez couramment, c'est que l'atmosphère peut être considérée comme si vous preniez une pomme et vous mettiez un tout petit vernis ici. L'épaisseur du vernis correspond à l'épaisseur de l'atmosphère par rapport à la Terre. Donc c'est vraiment quelque chose de très fin, in fine. Et donc malheureusement, les quantités de gaz que l'on a émis suffisent à modifier la concentration de ces gaz-là dans l'atmosphère, et donc les conséquences ne sont plus négligeables. Alors, maintenant, ce que je voulais faire, et ce qui était intéressant, c'était de voir les émissions de gaz à effet de serre au niveau des régions du monde. Donc vous allez voir ce que c'est par région du monde pour voir en fait quel est le rôle de chaque partie du globe au sens large, et en fait quelle est la responsabilité par rapport au phénomène que l'on a vu. Alors ce graphe ici, c'est un graphe assez intéressant, mais qui prend les régions du monde en termes macro-régions. Vous voyez ici en gros les États-Unis et le Canada, qui sont en couleur assez foncée, l'Europe de l'Ouest, tout ce qui est communiste East Asia, donc là c'est, on va dire globalement la Chine, à peu de choses près, l'Europe de l'Est et l'ancienne Union soviétique, tout ce qui est Inde et Asie du Sud-Est, mais c'est essentiellement l'Inde, Australie, Japon, Pacifique, en gros Afrique du Sud et centrale, le Moyen-Orient et l'Afrique enfin en dernier. Et donc
Ici, vous voyez les émissions qui ont été estimées, on va dire, des années 800. Alors, on peut questionner, mais je vais vous en parler d'où ça vient. Jusqu'en gros, au niveau des années 2000. Et c'est là où c'est intéressant, parce que, si vous vous souvenez, on avait parlé que Kyoto, c'était en 1997. Ça veut dire que quand on a décidé Kyoto, c'est à peu près les données qu'on avait pour décider Kyoto. Donc ça nous permet d'avoir un peu l'état des connaissances au moment des décisions de Kyoto. Et donc, vous voyez ici les émissions par région. Comment on a fait pour avoir ces données-là? En fait, typiquement, j'ai fait une visite dernièrement dernièrement, ça commence à dater, mais c'est le musée de la mine de Leeuwarden, qui est dans le nord, à côté de Lille. Et en fait, ici, quand on visite le musée de la mine, on voit dedans les graphes de quantité de charbon extraite en fonction des mois de l'année. Et on a ça, on a des livres complets où c'est toutes les quantités extraites mois par mois, année après année. Et donc on se doute que tout le charbon qui a été extrait, il a été brûlé par la suite. Et donc on arrive à avoir une quantification des émissions par an, par pays, et donc après par région. Enfin voilà, c'est un travail colossal, mais ça a été fait. Et ça permet comme ça d'estimer l'ensemble des éléments. Juste, je prends un cas, c'est l'Europe de l'Ouest, parce qu'il est assez intéressant. On voit ici en rouge que l'Europe de l'Ouest a commencé à émettre, et puis on va dire à partir du début de l'ère industrielle, c'était 1860, on avait daté la révolution industrielle, on voit que les émissions commencent à augmenter. Il y a ici la Première Guerre mondiale, ça repart, la crise de 29, ça repart, et la Deuxième Guerre mondiale, et on voit que ça s'effondre. Et après, on a les 30 glorieuses. Tac, 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 les 30 glorieuses. Première crise du pétrole, deuxième crise du pétrole, et puis après, ça évolue. Voilà. Donc on arrive à partir de là à voir déjà les aspects géopolitiques associés, et puis surtout les émissions par région. Et c'est ça qui est hyper important dans cette idée-là, parce que ça nous permet de voir quel pays était, ou quelle région du monde était historiquement responsable du phénomène au moment où on a décidé Kyoto. Et donc, comment on peut voir la quantité globale, on va voir s'il y a des scientifiques dans la salle, comment on peut voir les quantités globales émises par un pays ou une région du monde sur ce graphe? Pas très compliqué, l'intégrale, c'est-à-dire la surface qu'il y a entre la courbe et l'abscisse, ça nous donne en fait la quantité totale émise, ou une estimation de la quantité totale émise par un pays. Ne vous inquiétez pas, je vais faire une petite démo. En gros, si on prend le cas de l'Afrique, on a vu que le cas de l'Afrique, ici, les estimations estimées par ces données en fait, montrent qu'il y a globalement très peu d'émissions jusque dans les années 50. Et à partir des années 50, ça commence à être émis. Et un petit peu, ici on voit, c'est les données qui sont en bas sur la droite. Donc une estimation des quantités totales émises par les Africains peuvent être ici représentées par la surface de ce triangle ici que je viens de hachurer. Ça, c'est la responsabilité des Africains par rapport au phénomène, jusqu'à la fin des années 90, début des années 2000. Si maintenant on compare par rapport, par exemple, en rouge, Western Europe, pour ne citer que, Western Europe, c'est l'ensemble ici de toute cette surface-là, qui est, on va dire, la responsabilité. Donc là, j'y vais, il y en a pas mal, qui est la responsabilité de l'Europe face au phénomène. Donc en fait, clairement, on peut considérer, si on regarde ces données, que la surface qui représente les émissions de l'Europe est largement dominante par rapport à l'Afrique. Et donc on peut dire que l'Europe, globalement l'Europe de l'Ouest, est historiquement responsable et que l'Afrique ne l'est pas du tout. Et globalement, si on regarde ces données, ce que l'on peut voir, c'est que les données États-Unis et Canada, c'est à peu près comparable à l'Europe. Donc les États-Unis et Canada étaient considérés comme historiquement responsables, puisque c'est pareil une grande surface assez fortement balayée. On peut voir aussi que typiquement l'Europe, Eastern Europe and former Soviet Union, donc tout ce qui était on va dire l'ère d'influence de l'URSS de l'époque, a un rôle qui est non négligeable parce que ça correspond à toute cette zone ici hachurée comme ça. Donc j'y vais. Et globalement, voilà, c'est quand même loin d'être négligeable. Donc eux aussi étaient considérés comme historiquement responsables. Ce qui est très intéressant à voir aussi, c'est le fait qu'à
À partir de 91, les émissions de l'URSS s'effondrent, notamment liées au fait de l'effondrement de l'URSS en termes de politique, et les émissions associées s'effondrent aussi, ce qui ont fait que naturellement l'URSS, enfin la Russie, est rentrée dans Kyoto sans problème, parce qu'ils avaient déjà, on va dire, fait validé leurs objectifs de Kyoto. Et néanmoins, ce qui est très très intéressant à voir, et c'est là où je vais finalement maintenant effacer un petit peu tout ça, c'est que la question se posait, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la première présentation, j'avais parlé de la Chine et de l'Inde. Et la Chine et l'Inde, ils n'avaient pas de rôle d'obligation de diminution dans Kyoto. Pourquoi la Chine et l'Inde n'avaient pas de diminution d'objectif de diminution d'émissions dans Kyoto? Parce que sur ces graphes, ils n'étaient pas considérés comme historiquement responsables. Si on regarde par exemple le cas de l'Inde, c'est cette quantité-là, ici. En gros, c'est Inde et Asie du Sud-Est, mais globalement, on peut dire que c'est l'Inde. Et donc, eux n'ont pas été considérés comme historiquement responsables. Et la Chine, et c'est surtout ça qui est intéressant, la Chine, elle aussi, n'a pas été considérée comme historiquement responsable, parce qu'en fait, c'est cette quantité-là. Et donc là, la question peut se poser pourquoi à l'époque on n'avait pas mis la Chine comme historiquement responsable. Globalement, ça pouvait se poser, on pouvait dire que pourquoi pas après tout. Néanmoins, et c'est là où on sait que ça correspond à toute la période de croissance économique de la Chine, et donc toute la période d'augmentation d'émissions, puisqu'on sait que la Chine a eu une énergie qui était très fortement basée sur le CO2. Et donc, je ne vais pas vous faire de surprise, mais le problème, c'est qu'à partir de 2000, la Chine, elle a continué comme ça. Et donc, au moment de la décision de Kyoto, en 97, elle n'était pas historiquement responsable, sauf qu'assez rapidement, elle est devenue loin d'être, on va dire, exempt de tout soupçon. Et donc, si vous regardez les données, là, c'est des données beaucoup plus récentes, on voit que, on va dire globalement, jusque dans les années 2000, c'est-à-dire ici, on pouvait considérer que la Chine, si on masque cette partie-là, on pouvait dire que la Chine n'était pas vraiment historiquement responsable, sauf qu'après, on voit que toute cette partie-là, et encore plus les projections, font que la Chine est absolument pas du tout, on va dire, exempt de tout reproche en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ça pose un souci parce que justement, comme ils n'avaient pas d'objectif de diminution dans Kyoto, ils ont continué à émettre beaucoup. Et comme les États-Unis, par la même occasion, eux avaient un objectif de diminution des gaz à effet de serre dans Kyoto, mais n'ont pas ratifié le protocole et donc n'ont rien fait, ou pas grand-chose, en tout cas, du moins pas assez, et en fait, il y avait un problème géopolitique et des discussions à n'en plus finir pour savoir qui devait réduire en premier, et ainsi de suite. Et ça explique un peu tout ça. C'est assez compliqué de le faire rapidement. Néanmoins, ici, vous voyez sur ce graphe-là, que je vais essayer de zoomer pour vous donner une idée. Alors ça, c'est un graphe en base 100, et la référence ici, c'est 1990. Pourquoi 1990? Parce que justement, c'était le début d'engagement de Kyoto. Vous savez que Kyoto a été décidé en 1997, avec une date de référence ici qui était 1990, et une date de fin qui était aux alentours de 2010. Et donc, ce qu'on peut voir ici, qu'on a différents pays, la France, Royaume-Uni, Allemagne, États-Unis, monde et Chine. Voilà. Et donc, ici, ce n'est pas les quantités en absolu qui sont représentées, c'est les variations par rapport à l'état de chaque pays en 1990. Et donc, en fait, comme on pouvait s'en douter, ce qu'on voit, c'est que la Chine a augmenté, une petite... Et hop, tout de suite, c'est reparti. Et donc, sur la période, c'est-à-dire ici, ça va jusqu'en 2003 ou 2004, je crois, 2004, sur la période, elle a augmenté de plus de 100% ses émissions par rapport à 90. C'est-à-dire qu'en gros, elle n'avait pas d'engagement de réduire, mais enfin, on ne lui avait pas non plus donné un blanc-seing. Donc l'idée, c'était pas qu'elle explose ses émissions. Et là, elle a plus que doublé ses émissions. Sur la période, au niveau monde, en fait, ici, vous voyez, le monde, c'était un plus 30% à peu près. En revanche, et c'est là où on ne va pas faire tous les pays un à un, mais c'est là où on voit que l'objectif bas 100 ici, il est là,
Et donc, vous voyez que c'est ça la référence. Et on voit globalement qu'il y a des pays qui sont en dessous de la référence. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui, sur la période d'engagement, ont réussi à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Il y a des pays qui l'ont fait. Donc s'ils l'ont fait, c'est que c'est possible. Déjà, ça, c'est un bon signe. C'est un bon élément. Et donc, c'est ce qu'on va voir un petit peu par la suite, justement, ces évolutions d'émissions. Alors, si on regarde maintenant des données un petit peu plus chiffrées ici, ça c'est des données que j'ai reprises de l'Agence internationale de l'énergie pour 2016, où vous voyez en gros la période d'engagement de Kyoto avec la référence Kyoto ici qui est 90 jusqu'en 2010. Et l'objectif dans Kyoto, c'était de réduire de l'ordre de 5,2% les émissions mondiales et donc globalement les émissions sur la période d'engagement. On voit que là, ici, j'ai mis le petit trait rouge qui correspond à la période de Kyoto. Clairement, on voit que ça n'a pas du tout été validé au niveau mondial, ça c'est sûr. On voit que la Chine, ici en orange, a un rôle prédominant, mais pas que. On voit que l'Asie, ici, alors en termes d'Asie en vert, c'est aussi l'Inde, et pas négligeable. Pas négligeable, mais aussi il faudra tout à l'heure discuter du nombre d'Indiens, de la population indienne au sens large. Et on voit quand même, de toute façon, le rôle de l'OCDE. L'OCDE, ici, c'est les pays, on va dire, historiquement responsables, quelque part. C'est un peu les mêmes. C'est États-Unis, Canada, Europe de l'Ouest, Japon, Australie, tout ça, c'est tous les membres. J'ai remis ici les pays de l'OCDE, vous pouvez les lire, vous les verrez. Et donc, avec une responsabilité qui se maintient, en fait. En gros, c'est un peu triste à dire, mais qui se maintient. On voit une petite inflexion ici. À un moment, dans les années 2008-10, on y a cru, on s'est dit tiens, ça commence à se réduire, et en fait non, malheureusement, c'était la crise économique associée aux crises de subprime de 2008, donc, et puis un problème aussi sur les coûts de pétrole et associés. Ça a un petit peu baissé momentanément, mais bon, c'était pas une tendance claire à la baisse, malheureusement. Toutefois, c'est ça qui est intéressant de regarder, c'est la proportion de chaque pays par rapport ici aux émissions de CO2. Quand on compare les émissions en 73 ici, où on voit que l'OCDE était responsable à plus de 2/3, c'est-à-dire que lors des discussions, quand on faisait des discussions dans les conférences, les COP, donc les Conference of Parties, celle qui a eu lieu dernièrement, qui est certainement encore à Glasgow, où en fait, il y avait en gros que les pays de l'OCDE qui parlaient, qui se parlaient entre eux, qui disaient on est responsable, donc on va. Voilà. Et maintenant, la situation, on va dire, en 2013, enfin maintenant, du moins plus récemment en 2013, où en fait, il n'y a plus que les pays de l'OCDE, il faut forcément clairement tenir compte de la Chine, mais aussi de l'Inde, enfin Asie, mais de l'Inde, et l'OCDE est, entre guillemets, pas malheureusement, n'est plus responsable que de à peu près 1/3. Donc en fait, les discussions sont beaucoup plus compliquées. Et elles sont d'autant plus compliquées que, en fait, si on regarde sur la même période entre 1973 et 2013, c'est-à-dire en 40 ans, les émissions ont plus que doublé. C'est 1 fois 2. Et là, on se dit, c'est pas du tout bon signe. Alors, on a parlé notamment des émissions, mais il faut aussi parler des émissions par habitant. Parce que si on compare par exemple les émissions du Luxembourg avec les émissions de la Chine, c'est pas raisonnable. Il faut comparer aussi à nombre d'habitants. Et donc ici, c'est un graphique que j'ai repris du PNUD. Et en fait, il est très intéressant parce qu'il est basé sur les données par habitant en tonnes équivalent CO2 en 1997. Donc c'était un moment de la discussion de Kyoto, ou de la signature de Kyoto, on va dire. Et donc ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est l'objectif de stabilisation du climat. L'objectif de stabilisation du climat, il est ici en vert à 1,5 tonnes équivalent CO2. Ici vous le voyez, stabilisation du climat, 1,5 tonnes équivalent CO2. Et donc tout à l'heure on parlait du rôle de l'Inde, qui est non négligeable en termes d'émissions, certes. Sauf que si on rapporte les émissions totales de l'Inde au nombre d'habitants, on voit qu'en fait, l'Inde, ils sont bien. Ils sont en dessous ils étaient en dessous de l'objectif de stabilisation du climat.
La Chine, quant à eux, même déjà en 97, n'y était plus. Ils étaient plutôt aux alentours de 3, on va dire 3, un tout petit peu plus que 3, ou on va dire 3 tonnes équivalent CO2 par habitant. Mais si on regarde par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE, ils étaient quand même nettement en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE qui était aux alentours de 12 tonnes équivalent CO2 par habitant de l'OCDE. Et même à l'intérieur de l'OCDE, ça cache des grosses disparités, avec par exemple les États-Unis, qui étaient aux alentours de 20 tonnes équivalent CO2 par habitant. L'Australie, on va dire aux alentours de 17. Le Japon, 9, avec, on va dire, le Royaume-Uni aux alentours de 9. Et la France, 6. Alors pour les moins jeunes d'entre nous, vous avez très certainement entendu parler du facteur 4. On ne savait pas trop ce que ça voulait dire à l'époque. Enfin, en gros, on en comprenait qu'il fallait qu'on divise nos émissions par 4. Et bien, le facteur 4, il vient de là. Il vient du fait que pour atteindre l'objectif de stabilisation du climat par habitant, il fallait diviser nos émissions par 4. Quand on divise 6 par 4, ça fait 1,5. Donc là, ici, c'est clairement le facteur 4. Voilà. Ou x4, enfin vice-versa. Divisé par 4 si on veut. Néanmoins, donc ça c'est pour l'OCDE. On a parlé des pays d'Afrique par exemple, et donc même au sein de l'Afrique, ça cache certaines disparités. Typiquement, l'Afrique n'est pas exempte de toute responsabilité au sens large, parce que certains pays d'Afrique, ici typiquement l'Afrique du Sud, la Libye, l'Algérie, dont ceux qui sont représentés, mais ce n'est pas exhaustif, sont largement au-dessus de l'objectif de stabilisation du climat. Donc au sein de l'Afrique, il ne faut pas dire juste on ne fait rien, il faut aussi regarder dans les endroits où il faut faire des choses. En revanche, d'autres pays comme par exemple au Nigeria, Madagascar, Burkina Faso ou d'autres, ils sont largement en dessous des émissions. Donc en fait, ces pays-là ont le droit de se développer. Bien sûr, ce serait intelligent de faire attention et de ne pas se développer pas comme il faut, mais voilà. La moyenne globalement des pays d'Afrique subsaharienne, c'était aux alentours de 0,5 par habitant, donc largement en dessous. Alors ça, c'est les données de 97. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est les données de... il faut que je regarde. Je les ai marquées, mais c'est caché par le petit truc. Ah, vous ne le voyez pas. Voilà, les données de 2016. 2016, bien après Kyoto. Et globalement, quand c'est vert, c'est que ça s'est amélioré. Quand c'est noir, c'est que ça n'a quasiment pas bougé. Et quand c'est rouge, c'est que ça s'est augmenté. Alors, typiquement, on peut commencer par tout ce qui est rouge, c'est-à-dire pas très bon. C'est au niveau mondial. Au niveau mondial, on était en dessous de 4, aux alentours de 3,5. Et maintenant, dernièrement, en 2016, on était plutôt à 4,5. Donc on avait augmenté d'1 tonne en moyenne par habitant. Alors ça, c'était plutôt problématique. Une grosse majorité des pays n'ont finalement pas trop bougé. Ça cache beaucoup de choses, notamment la Chine, qui avait très fortement augmenté sur la période et qui depuis a assez fortement rediminué pour revenir à son état de 97. L'Inde, par contre, elle, qui n'a jamais bougé. L'Inde, c'est la stabilité. C'est un truc de dingue. L'Inde, elle est mais toujours, elle est bien, quoi. Enfin, je veux dire, par rapport aux objectifs climatiques, l'Inde est bien. Au niveau des pays d'OCDE, il y a eu un vrai effort qui a été fait, qui n'est pas suffisant, mais il y a eu un vrai effort. C'est-à-dire qu'on est passé en gros d'un peu plus de 12 à un peu moins de 10. Les États-Unis ont fait des efforts, typiquement, on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé, mais enfin bon, on est passé de 20 à 16, c'est pas suffisant, largement pas suffisant. La France a fait un effort, elle est passée de 6 à 4,8, mais c'est pas suffisant. Le Royaume-Uni a fait aussi un effort, ainsi de suite. Néanmoins, quand on voit du vert, c'est quand même bon signe. Parce que la vraie difficulté, c'est pas la descente. C'est quand on est en montée, c'est déjà de juguler l'augmentation, donc de stabiliser, et puis de redescendre. Une fois qu'on est sur la pente, en gros, je ne vais pas faire le parallèle avec le ski, mais une fois qu'on est sur la descente, on n'a plus qu'à descendre. C'est pas aussi simple que ça, mais quand même la tendance elle est plutôt bonne. Et bon voilà, donc le souci maintenant, c'est plutôt, on va dire au niveau mondial, il faut continuer à diminuer nos émissions par habitant, parce que sinon on va aller au-devant de gros soucis. Alors, ce que l'on voit ici, c'est qu'il y a aussi une question de développement
des pays, puisqu'on se doute que les pays, ce qui est souvent reproché on va dire à ceux qui sont historiquement responsables, hein, c'est toujours comme ça qu'on parle encore assez souvent comme ça, même dans les COP, c'est de dire bah oui, vous, les pays industrialisés, c'est facile de dire aux pays en voie de développement, ou on n'appelle plus trop comme ça, mais en gros les pays qui continuent à se développer, bah, vous devriez faire ci, ça, alors que vous êtes largement développé et donc bah, vous nous bloquez notre développement en fait, et donc c'est pas très fair-play, voilà. Et donc, en fait, on voit que globalement, les pays, quand ils se développent, quand ils se développaient avec des émissions de gaz à effet de serre plus importantes. Néanmoins, ce que l'on peut voir ici, alors, j'ai pas parlé de ce graphique, pardon, j'aurais dû dire ici. Vous voyez sur cette échelle-là les émissions de CO2 par habitant, donc c'est la même métrique que tout à l'heure. Hein. Et ici, sur ce graphique-là, c'est le GDP, donc c'est en gros l'équivalent du PIB par habitant. Et donc, plus on va sur la droite, plus le PIB augmente. Donc là, ici, en gros, plus on est en train de croître économiquement et d'arriver vers une situation de développement économique, plus on monte, plus on émet de gaz à effet de serre par habitant, plus on diminue, plus c'est mieux, on émet moins de gaz à effet de serre. Donc on voit ici globalement que, juste pour rappel, le niveau de stabilisation du climat, 1,5, on est en échelle log, et on va dire, allez, globalement, il est par là. Voilà, c'est à peu près ça, le 1,5. Donc on voit que l'Inde, Indonésie, Inde et Indonésie se développent, sont pas loin de l'objectif de stabilisation, ou sont dans l'objectif de stabilisation, donc c'est plutôt pas mal. La Chine est largement au-dessus. Ça, on le voit qu'elle est, en gros largement au-dessus, ou du moins elle l'était en 2016. Néanmoins, pour un même niveau de développement économique, un même niveau de PIB par habitant, elle est quand même beaucoup plus efficace énergétiquement. Et ça, c'est très intéressant de savoir qu'on peut, en gros, qu'il y a une décorrélation entre la croissance économique et les émissions de CO2. Ce que l'on voit aussi, la tendance, c'est que pour les pays, on va dire, type OCDE, États-Unis, Grande-Bretagne, France, Allemagne, il y a une tendance vers la baisse, c'est-à-dire qu'on continue à se développer. Certes, l'augmentation de PIB par habitant est limitée, mais globalement, on continue à se développer avec une efficacité énergétique plus importante, donc on émet moins. Néanmoins, la marche est encore assez haute et il y a encore beaucoup à faire. Voilà. Donc, globalement, il y a des choses qui se passent et ça, c'est assez intéressant de voir que les tendances sont là, mais pour l'instant, ne sont pas encore assez marquées. Clairement, il faudrait que l'on soit plutôt comme ça et que la Chine soit aussi plutôt comme ça pour diminuer leurs impacts sur le climat. Alors, quelques chiffres juste rapides, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je ne voudrais pas exploser le temps, mais les émissions anthropiques mondiales entre 2000 et 2006, c'est 3% par an. 3% par an, ça fait à peu près 10% en 3 ans, et ça fait un doublement en je ne sais plus, enfin on double les valeurs hyper rapidement. Donc là, les augmentations sur cette période 2000-2006 étaient catastrophiques, c'était au-dessus des scénarios les plus pessimistes, c'était une vraie tragédie. Les émissions du Japon, plus 6,4% entre 1990 et 2007. Kyoto qui imposait moins 5,2%. Le Japon qui évoque moins 50% en 2050, mais bon, il y a un moment... En fait, les engagements, c'est ça qui est intéressant, j'ai mis cette donnée-là. Les États-Unis, plus 16,3% entre 1990 et 2005, et Barack Obama à l'époque qui évoquait moins 80% en 2050. Ok, super, mais qu'est-ce qui a été fait? Barack Obama, il est où en ce moment? Il n'est plus président des États-Unis. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'engagements qui ont été faits pour... Ces moins 80%, c'était du texte, c'était des engagements en termes de paroles. Mais il n'y a pas eu d'acte législatif qui impose un moins 80% sur cette période. Donc en fait, voilà, ça a été dit, mais ça n'a pas eu lieu. Estimation pour la Chine, plus 11% par an entre 2006 et 2010. Et ça, par contre, ça a été validé. Et ça, c'était des niveaux d'augmentation qui étaient catastrophiques. Et si on regarde... Pendant ce temps, on parle, hein, voilà. Et si on regarde les données ici, donc là c'est la concentration en CO2 dans l'atmosphère. J'ai appris les données récentes, là c'est novembre 2021. Et donc on voit que ça continue d'augmenter, ça augmente. On est aux alentours maintenant de l'ordre de 400, je ne sais plus combien, je crois que c'est 419, je vais peut-être l'avoir là.
ou à 417 ppm. Enfin voilà, on continue d'augmenter, on continue d'augmenter, on continue d'augmenter. Ce qui est assez intéressant sur cette donnée-là, c'est qu'on voit les variations cycliques liées à l'activité de croissance des plantes. C'est-à-dire ici, si vous donnez les valeurs en rouge, vous voyez ici que ça oscille au cours d'une année. Et ben ça, c'est assez simple. C'est parce qu'en fait, c'est l'activité des plantes quand on est au printemps. Ces mesures, elles ont été faites à Mauna Loa. C'est un observatoire qui est dans le Pacifique, dans une des îles autour de Hawaï. Et en fait, qui est complètement excentré des zones, on va dire, de forte émission pour avoir une tendance de fond. En fait, l'idée, c'est d'avoir les tendances de fond de concentration de CO2. Néanmoins, on arrive à avoir les variations liées aux saisons. Et donc, par exemple, durant le printemps, les concentrations baissent parce que les arbres, les plantes grandissent, la photosynthèse marche à fond, et donc en fait les émissions globales de CO2 baissent. En revanche, arrive l'été et l'automne, et quand l'automne arrive, comme en ce moment, et là typiquement ça repart à la croissance parce que en fait les feuilles pourrissent, la photosynthèse marche beaucoup moins bien, et ainsi de suite. Et donc on voit vraiment ce phénomène cyclique, printemps, automne, et ainsi de suite. Néanmoins, ce qui est triste, c'est que la tendance de fond ici en noir ou que je vais surligner en bleu, elle est toujours à l'augmentation. Un autre point qui n'est pas bon signe, c'est que je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment du confinement, on avait dit qu'il y avait l'économie qui s'était arrêtée et que normalement on devrait pouvoir voir ça sur les émissions. Je n'ai pas encore les données complètes sur les émissions, mais néanmoins le confinement, si on le date, on va dire entre mars 2019 et on va aller assez large, j'ai dit une bêtise. Nous, c'est mars 2020. Pourquoi? C'est Covid-19, mais nous, on l'a eu en 2020. On va dire mars 2020 jusqu'à 2021 ou fin 2021. On ne voit pas du tout d'inflexion sur la courbe d'augmentation. La concentration continue à augmenter. C'est-à-dire que même s'il y a eu des diminutions d'émissions, on ne voit pas du tout d'éléments encore sur la concentration. Et le problème, c'est que plus on attend, plus l'effort sera important. Par exemple, pour fixer à terme la concentration en CO2 à 450 ppm, soit une hausse de température comprise entre 1,5 et 3,9, enfin, c'est des données un peu anciennes, mais bon, l'ordre d'idée, elle est là. Il faut diminuer de 1,5% par an si on commence maintenant, mais de 3% si on commence dans 7 ans. Alors, ça, c'est du texte. Je le mets ici en graphe. En gros, typiquement, ça veut dire que si on veut arriver à stabiliser le climat, comme j'ai dit, il y a toujours la tendance qui est à la hausse, puis la stabilisation et après la descente. Sauf que plus on attend, plus la descente va être raide. Et plus il faudra aller fort dans la descente. Et donc là, typiquement, sur le graphe ici en vert, on voit que si on avait eu notre pic d'émissions en 2011, il aurait fallu diminuer de l'ordre de moins 3,7% par an. Clairement, on n'a pas piqué nos émissions globales en 2011. Si on avait piqué nos émissions en 2015, il aurait fallu diminuer de l'ordre de moins 5,3% par an. Malheureusement, je pense que nous n'avons pas piqué nos émissions en 2015. Et donc, plus raisonnablement, on peut encore espérer avoir piqué, c'est-à-dire avoir atteint le pic aux alentours de 2020. Un pic, c'est pas sur une année, ça sera une tendance un peu globale qui va aller vers la descente. Et si tout se passe bien et qu'on a au moins une autre pic en 2020, cela signifie qu'il va falloir après diminuer nos émissions de l'ordre de 10% par an. Ça implique quand même des changements radicaux, quoi. C'est un truc de fou. Et après, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dit aussi qu'il fallait, pour une stabilisation dans les derniers rapports du GIEC, pour avoir une stabilisation, à un moment, il fallait avoir même carrément des émissions négatives de CO2, c'est-à-dire plus d'absorption que d'émissions. Donc c'est vraiment des modèles, des changements radicaux de comportement et de politique, notamment énergétique. Alors je vais essayer d'accélérer d'accélérer, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas j'espère rester compréhensible. Si jamais ce n'est pas compréhensible, arrêtez-moi, dites-moi, ça ne sert à rien que je continue dans le vent. Je vais parler des émissions en Europe, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que là-dessus l'Europe a pris vraiment un avantage non négligeable.
Alors, bon, j'ai mis cette petite blague, mais ici c'est un sommet de l'État européen où on voit une sorte de caricature en disant que les chefs d'État se prennent la tête et en gros, il n'y a rien qui sort pendant que la planète brûle. C'est une petite donnée de 2007, hein, donc ça date un peu, mais néanmoins, c'est pas tout à fait vrai. L'Europe a vraiment pris des engagements et a vraiment fait énormément de choses et est très en avant par rapport à ça. L'Union européenne, en fait, est le 3e émetteur mondial à l'heure actuelle, avec à peu près 15% des émissions, derrière les USA, un quart des émissions mondiales, et la Chine, qui est récemment, enfin ça fait quand même quelques années maintenant, devenu premier émetteur mondial de gaz à effet de serre et aussi de CO2 seul, enfin bref, il est le premier émetteur mondial. Kyoto, sur la période, moins 5,2% entre 2008-2012 par rapport aux émissions de 90. Mais l'Europe, à l'époque, était en train de se construire, et donc il y avait un objectif qui avait été voulu, c'était de dire on va faire une bulle de répartition. En gros, on va prendre l'Europe distribue pas mal de fonds européens pour le développement, et donc l'idée est de dire on va distribuer de l'argent, notamment dans les pays en voie de développement au sein de l'Union européenne, avec des objectifs de réduction. On va essayer de partager nos objectifs nationaux et d'aller vers un objectif global commun qui est plus important, c'est-à-dire de pas 5,2 mais de 8% par rapport, entre 2008-2012 par rapport à 90. Alors, si on regarde les quantités de gaz à effet de serre émises au niveau de l'Union européenne en 2002, on voyait que globalement, alors l'Union déjà de 2002 n'est pas l'Union de 2012 parce qu'il y avait plein de pays notamment qui sont arrivés en 2004 et après, mais globalement, si on prend les émissions de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de la France, de l'Italie et de l'Espagne, allez, on peut aller jusqu'aux Pays-Bas si on veut, et puis la Belgique si vous voulez, dans tous les cas, si on prend ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pays, on est largement au-delà des 3/4 des émissions de l'ensemble de l'Europe. Donc clairement, ces 6-7 pays sont représentatifs des 3/4 des émissions au niveau européen. Et donc, dans le cadre de cette bulle de répartition, on leur avait affecté des émissions qui étaient un petit peu plus importantes que celles de Kyoto. Pour certains, même très fortement plus importantes que celles de Kyoto. Typiquement, si on regarde l'Allemagne, donc ça c'est des données qui datent de cette époque, donc Europe des 15, bien sûr on n'était plus à 15 maintenant, mais l'Allemagne, elle avait un objectif de moins 21% en 2010. C'est quand même assez volontaire, c'était quelque chose d'assez important. Je prends le Danemark, moins 21%. La France, objectif de stabilisation. Comme la Finlande, c'était des pays qui sont très nucléarisés et qui avaient discuté avec l'Union européenne un objectif de stabilisation parce qu'ils étaient déjà considérés comme étant peu émissifs. En revanche, si on regarde Luxembourg, moins 28% parce qu'eux, ils avaient des très grosses capacités, possibilités de descendre. En revanche, il y avait certains pays qui n'étaient pas considérés comme historiquement responsables et pour lesquels on avait autorisé des augmentations, mais on avait limité leurs augmentations. C'est-à-dire qu'ils pouvaient augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre, mais pas au-delà d'une certaine limite. Typiquement, Portugal, plus 27%, l'Irlande, plus 13%, la Grèce, plus 25%, et l'Espagne, plus 15%. Voilà. Dans une certaine mesure, la Suède, plus 4%, j'ai jamais trop compris pourquoi, mais c'est comme ça. Et le Royaume-Uni, eux, par contre, avaient été responsables, donc avec moins 12%. Le global faisait une moyenne de l'ordre de moins 8%. Ce qui est important de voir maintenant, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, en fait, vous voyez ici les objectifs 2010 en vert et les réalisations en 2013, donc c'est-à-dire un an après la période globale qui allait de 2008 à 2012 avec une date moyenne en 2010, ici. Et vous voyez, c'est assez impressionnant qu'il y a des pays qui ont fait largement mieux que leur objectif. La Suède, on l'avait dit tout à l'heure, plus 4% d'autorisé et plus que moins 50% de réalisé. C'est des diminutions d'émissions qui sont hyper importantes. L'Allemagne, qui avait un objectif très ambitieux, avec moins 21%, au final, elle a fait un peu plus de moins 24%. Alors là, ça cache quelque chose d'assez étrange, c'est-à-dire que avant 2013, ils étaient au-delà de moins 24%, ils étaient presque moins 27, moins 28. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu Fukushima, ils ont arrêté leur centrale nucléaire et donc ils ont repris momentanément le charbon,
Mais on voit que même avec ce phénomène-là, ils sont encore au-delà de leurs objectifs de descente d'émissions de gaz à effet de serre. Le Royaume-Uni, moins 30%. Bon, il y a des cas. Le Luxembourg, stabilisation. L'Autriche, on ne sait pas pourquoi ils ont augmenté. Enfin, il y a des bins, il y a des problèmes. Mais on voit que certains pays qui ne sont pas en problème économique, l'Allemagne, enfin économiquement, tout le monde se regarde l'Allemagne en disant économiquement, voilà, ils arrivent à faire moins 24% et en plus ils sont à la pointe économique. Le Danemark, moins 25%, la Belgique, moins 20%, bon voilà, le Royaume-Uni, moins 30%, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc en fait, ça c'était top parce que, en plus, il y avait le marché du carbone à cette époque, donc qui s'est un petit peu effondré en termes de prix. Mais si par exemple on prend le cas de la Suède, l'idée était de dire ils avaient le droit d'émettre et ils en émettaient beaucoup moins. Et donc ils arrivaient avec en fait une capacité d'échange au niveau du marché du carbone et donc des moyens financiers. Bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, c'est un peu plus complexe que ça, mais voilà. Si vous regardez maintenant, alors là ici, ce qu'il faut faire attention, et si mes données sont bonnes, il n'y a pas de souci. Ici, vous voyez un truc qui s'appelle UTCATF compris. Donc en gros, ça veut dire changement d'affectation des sols et d'utilisation des sols. Et donc ici, je vous redonne les données un peu plus récentes qui datent de 2019. Et ici, où c'est là c'est en anglais, c'est LUL, enfin c'est Land Use and Land, machin, je sais pas quoi. Soit on les prend en compte, soit on ne les prend pas en compte. Et donc, malheureusement, pour comparer, il faudrait vraiment toujours prendre en compte les changements d'affectation des sols ou pas. Néanmoins, on voit que ça change assez fortement. Typiquement, pour la Suède, il y a une grosse partie qui vient du changement d'affectation des sols. Néanmoins, si on ne le prend pas en compte, on voit qu'ils ont quand même diminué de moins 26% par rapport à leur référence de 90. Le Royaume-Uni, moins 40%. Et donc ça, c'est très clairement, et on en reparlera après, lié au fait qu'ils ont beaucoup changé leur structuration énergétique, qu'ils ont fait beaucoup d'éolien offshore. Le moins 40%, il est très fortement lié à ça. L'Allemagne, juste pour ne parler que de l'Allemagne, moins 27%, avec l'arrêt du nucléaire en cours. La France, moins 15%. Voilà. Donc on voit que on critique beaucoup l'Allemagne. L'Allemagne, quand même, par rapport aux objectifs climatiques, voilà, il y a des choses qu'on peut critiquer, mais quand on fait moins 27%, on peut quand même respecter le fait que les moins 27%, c'est quand même quelque chose, un signe qui est assez fort. Alors, maintenant, les choix énergétiques. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais je vais essayer de redimensionner le problème pour que vous voyez bien la problématique à venir qui est assez importante. Juste quelques éléments, mais bon, je vais aller assez vite parce que je vois que le temps passe. Le vecteur énergétique, c'est-à-dire que l'énergie ne se produit pas, mais subit uniquement une succession de transformations. Donc des fois, je parlerai de production d'énergie, il faudra juste en fait plutôt voir ça, comme une transformation d'énergie ou de vecteur énergétique. Et forcément, à chaque processus de transformation, la quantité d'énergie diminue selon le second principe de la thermodynamique que je pense à peu près vous avez tous au moins entendu parler. On peut parler d'énergie primaire et d'énergie finale. L'énergie primaire, c'est celle qui est contenue dans le charbon, le pétrole brut, le gaz, la force du vent, enfin, c'est l'énergie qu'on a initialement. Et l'énergie finale, c'est celle qui est contenue dans le carburant pour les transports, l'électricité pour les utilisations que l'on a. En fait, c'est l'énergie qui est pratiquement utilisable pour nous. Et comme je l'ai dit, à chaque transformation, on a des pertes. Et c'est là que l'on prend le cas de l'exemple de l'Union européenne en 2001, entre la consommation primaire d'énergie qui était de 1,7 gigatonnes équivalent pétrole, pareil, une tonne équivalent pétrole pour dimensionner l'ensemble de ces éléments-là, 1,7 tonnes équivalent pétrole sur l'ensemble de l'Union des 25 en 2001, pour une énergie finale de 1,1 gigatonnes équivalent pétrole. Ça veut dire qu'on a une perte ou un rendement de 65%, donc une perte de 35%. 35% qui se perd, comme ça, juste au gré des transformations. Donc quand on parle déjà d'efficacité énergétique, on voit que globalement, il y aurait quand même beaucoup de gains qui peuvent être faits déjà à ce niveau-là. Ça, je vais le passer parce que je ne voudrais pas avoir trop le temps, mais en gros, ce qui est intéressant de voir, c'est cette TFC per GDP, donc c'est le Total Final Energy Consumption, divisé par le GDP, donc le PIB. Et on voit globalement qu'il y a une décorrélation qui s'est faite depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on peut augmenter le PIB sans pour autant augmenter la consommation d'énergie. Et ça, c'est vraiment un indicateur très net
de l'efficacité énergétique dans les processus et dans la manière on va dire, de produire des biens et notamment des biens de consommation, mais pas que, enfin, de produire du PIB. Alors, j'en viens à l'élément déterminant, mais celui-là, il est vraiment déterminant. Il est très 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 simple, mais déterminant. En fait, ici, vous avez les données en 1990, 1950, 2000. Vous voyez ici, sur le graphe de gauche, les tonnes équivalent pétrole par habitant, c'est-à-dire la consommation énergétique par habitant. Et vous avez ici la population mondiale en 1900, ici la population mondiale en 1950 et ici la population mondiale en 2000. D'accord ? Si on reprend aux allées en 1900, la consommation d'énergie par habitant, elle était de l'ordre de, allez, on va mettre 0,6 tonnes équivalent pétrole par habitant, avec 1,6 milliard d'habitants. Dans l'espace de 50 ans, la population, elle a fait un x2. Donc on est passé de 1,6 à 2,7 milliards, on va dire à la grosse x2, hein, c'est un dimensionnement, voilà, vous avez bien compris. Et la consommation, elle est passée à 0,9. Donc c'est pas exactement un x2, on va dire un x 1,5. D'accord ? Le problème, c'est que ici, entre 1950 et 2000, c'est passé de 2,7 milliards à 6 milliards. Donc on refait un x2. Par contre, là, on est passé de, on va dire, 0,9 à plus de 1,6. Là, on a clairement fait un x2. Ça veut dire qu'en gros, entre 1950 et 2000, on a multiplié par 2 le nombre d'habitants et la consommation énergétique par habitant a été multipliée par 2. Ça veut dire au total que la consommation totale d'énergie a été multipliée par 4. Fois 4 sur la consommation totale d'énergie. Le problème, si on regarde les statistiques en 2050, les estimations de la population mondiale peuvent et vont en gros entre 9, 12 jusqu'à 15 milliards d'habitants. Voilà. Si on prend le chiffre médian, on va dire 12. On referait un x2. Et si on prend un scénario tendanciel, on referait un x2. Et là, c'est... Déjà, il y aura un problème parce que il faudra le produire l'énergie. Enfin, bon, voilà. Vous comprenez tout de suite le problème de dimensionnement énergétique. Il est crucial, c'est un problème. Donc on ne peut pas rester sur le scénario tendanciel, c'est impossible. Alors, si maintenant, pour essayer d'expliquer ça en termes de solutions, on va dire locales ou du moins à l'échelle nationale, ce qui avait été fait ici par le facteur 4, et je reprends, c'est des choses que j'ai repris de Pierre Radan, qui avait d'ailleurs fait une présentation au Havre, qui était venu il y a quelques années et qui était intéressant. En fait, ici, c'est juste pour expliquer les différents scénarios possibles, et ça fait un lien avec les scénarios RTE que vous avez dû entendre en tout début de semaine ou en début de semaine dernière, que je vous engage assez fortement à aller voir, j'ai pas eu le temps de tout regarder, mais qui est extrêmement intéressant. Si on regarde maintenant la situation réelle, donc on est d'accord, on part en 2000, 6 milliards d'habitants, tant de consommation par habitant. Ça, c'est le réel en 2000, pour la France par exemple, avec les estimations d'émissions en mégatonnes équivalent CO2 pour le transport, le résidentiel et tertiaire et l'industrie et l'agriculture. Ça, c'était l'état actuel de 2000. Le tendanciel en 2050, c'était d'augmenter malheureusement ces émissions de gaz à effet de serre avec telle partie pour le transport, telle partie pour le résidentiel et tertiaire et telle partie pour l'industrie et l'agriculture. Sauf que si on veut faire l'objectif facteur 4, il faut aller qu'on fasse ça. Donc là, on sent un peu qu'il y a quelque chose à faire, il y a un truc à faire. Alors en gros, comment on peut faire ? Alors c'est là où c'est intéressant, c'est que en fait ici, vous voyez sur le graphe de gauche, donc sur ce graphe de gauche, c'est je vais essayer de zoomer pour que ce soit plus clair. C'est la transcription des émissions de gaz à effet de serre en consommation d'énergie primaire. Donc on voit en fait ici les émissions, l'utilisation, enfin la production d'énergie, alors je dis production, bref, en gros les scénarios énergétiques, et vous voyez ici la traduction en émissions de CO2 par énergie.
Je vais essayer de rendre ça plus clair. En 2000, on utilisait un petit peu de charbon en noir, pas mal de pétrole en bleu, un petit peu de gaz ou pas mal de gaz en rouge, pas mal de nucléaire en vert et un petit peu de renouvelable en jaune. En 2000, la traduction en émissions de gaz à effet de serre, c'était cette quantité-là pour le charbon, cette quantité-là pour le pétrole et cette quantité-là pour le gaz. D'accord ? Il n'y avait pas d'émissions associées par rapport au nucléaire parce qu'on considérait et on considère encore pour une grande partie que le nucléaire est non émissif et de la même manière pour le renouvelable. Donc, il y avait plusieurs scénarios. Il y avait un scénario sans économie, sans rien, c'était le scénario tendanciel, où en gros on augmentait la consommation totale d'énergie, avec tendanciellement une baisse de la consommation du charbon, une petite augmentation du pétrole, une assez forte augmentation du gaz, une très grosse augmentation du nucléaire et aussi une assez forte augmentation du renouvelable. La traduction ici en émissions, elle n'était pas suffisante. Il y avait bien sûr un peu d'émissions, une baisse des émissions liées au charbon, mais beaucoup par le pétrole et encore pas mal par le gaz. Et donc, comme on avait toujours cette histoire de facteur 4 qui dit que ça, c'était nos émissions de 2000 et qu'il fallait qu'on les divise. Alors ici, c'est pas par 4 parce que c'était les années 2000, mais enfin, c'était l'objectif facteur 4 pour 2050. Ça, c'est la valeur tendancielle. Donc, ce scénario-là, ici, le scénario tendanciel sans économie, il n'est pas pertinent. On ne peut pas le faire. Et ce n'était pas ça ce qu'il fallait faire. À partir de là, il y avait en gros deux choix qui s'ouvraient à nous. C'était soit le facteur 4 nucléaire, soit le facteur 4 sans nucléaire et avec de l'efficacité énergétique. En gros, pour le facteur 4 nucléaire, c'est-à-dire on arrête le charbon, on fait très peu de pétrole, pas mal de gaz, beaucoup de nucléaire, beaucoup de renouvelables et aussi de l'efficacité énergétique, mais un petit peu, pas tant en fait, de la sobriété et de l'efficacité énergétique. Et comme le renouvelable et le nucléaire n'émettent pas, on n'émettait que sur cette partie-là, et donc la transcription ici était OK, et on avait réussi à diminuer nos émissions par un facteur 4. Ça, c'était ce qu'on appelait à l'époque le facteur 4 nucléaire. Mais il y a d'autres possibilités, comme par exemple à l'époque, toujours une fois, le facteur 4 sans nucléaire et avec du stockage, c'est-à-dire qu'en gros, on diminuait, on faisait vraiment de l'efficacité énergétique, on prenait du charbon, mais avec de la séquestration du CO2 émis. Donc ça veut dire qu'il y avait des émissions, mais qui étaient retirées parce qu'on arrivait à capter le CO2 et à l'enlever. On faisait du pétrole, parce que il n'y a toujours pas de possibilité, du gaz et beaucoup de renouvelables. Et là, on arrivait avec les émissions qui étaient captées à faire quand même notre facteur 4 nucléaire. Notre facteur 4 sans nucléaire. Bien sûr, ces deux scénarios ne seront pas les scénarios que l'on va faire. Parce que ça, c'est des scénarios, et même les scénarios RTE qui ont été émis, qui ont été produits là, lundi ou dans la semaine dernière, c'est pas exactement ça. Ça donne juste des idées sur ce que l'on peut faire et les tendances vers lesquelles on peut aller. Et donc, en fait, ici, je vais aller vers les trajectoires énergétiques que l'on a. Le seul gros souci, c'est que l'énergie offre 3 grands types de services auxquels on pouvait, et ça commence à changer, mais à l'époque, on avait quand même des services qui étaient clairement dédiés, c'est-à-dire la production de chaleur et de réfrigération, qu'on appelle l'usage stationnaire, était très fortement lié à l'énergie fossile. Le transport était quasiment intégralement appuyé sur du pétrole. Et c'est en train de changer, mais à l'époque, c'était que ça. Et l'électricité, pour toutes les, on va dire, en gros, les fabrications, l'industrie, l'utilisation globale. Donc en fait, il y avait quand même des usages, et ça va assez fortement changer. Alors, si on regarde maintenant ici sur des données encore un peu plus récentes, ici l'utilisation d'énergie primaire entre 71, donc la création de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, et 2014, on voit que les tendances vont toujours à l'augmentation. Au niveau mondial, malheureusement, on est encore sur un scénario tendanciel. Néanmoins, et c'est là que c'est intéressant,
Si on regarde ce même graphe, mais pour les pays de l'OCDE, c'est-à-dire les pays les plus avancés qui globalement ont pris à bras-le-corps le problème et essayent de faire quelque chose, on voit qu'il y a, bien sûr, on retrouve encore le petit pic de 2008, mais on voit globalement, il y avait une tendance comme ça, et maintenant il y a une tendance qui est un tout petit peu à la baisse, pas encore assez, mais quand même une tendance un petit peu à la baisse. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, tout en gardant à l'esprit qu'il y a quand même encore une augmentation du nombre d'habitants dans ces pays-là. Donc globalement, on diminue notre consommation d'énergie par habitant. Donc déjà, il y a un premier élément qui est important, c'est qu'on commence à diminuer notre consommation d'énergie par habitant. Ça reste insuffisant, ça reste localisé pour les pays de l'OCDE, mais c'est quand même un petit phénomène intéressant. Alors les ressources pétrolières, je vais essayer de ne pas passer trop de temps là-dessus, mais je pense que c'est des choses que vous avez certainement entendu parler, mais sans forcément aller jusqu'à tous les détails. En gros, ici, on reprend les productions de pétrole brut entre 71 pareil et 2015. On voit globalement qu'il y a une tendance quand même à l'augmentation. Et néanmoins, je ne peux pas ne pas citer le problématique de peak oil, qui est assez connu, mais bon, souvent, ça m'arrive quand même d'entendre des gens qui n'en ont jamais entendu parler. Globalement, c'est pas compliqué, c'est assez naturel à comprendre. C'est-à-dire que quand on a un gisement de pétrole, c'est une réserve, c'est comme un bidon. Et on ouvre le gisement de pétrole et on pompe. Et donc on voit ici qu'on découvre le gisement, on commence à installer et à mettre en place l'extraction du pétrole. L'extraction du pétrole est à son maximum pendant un certain nombre d'années, et au fur et à mesure, après, le réservoir se vide, et donc on n'arrive plus à extraire assez de pétrole, et globalement, ça descend, jusqu'à la déplétion complète, et là, le gisement est considéré comme vide, ou du moins pas utilisable pour l'ensemble. Ça, on l'a fait pour un gisement. Si on regarde à l'échelle d'un pays, forcément, il y a plusieurs gisements, donc les gisements se somment, et ils ne démarrent pas forcément tous en même temps, mais globalement, ce qui avait été observé, c'est que si on fait une modélisation de l'ensemble, on voit une phase d'augmentation de la production, et à un moment, une diminution qui va arriver inévitablement ici. Donc ça, c'est quelque chose qui avait été énoncé par Hubert King dans les années 50. À l'époque, on l'avait un peu pris pour un fou, parce que ça correspondait un peu à l'époque du pétrole pas cher et autres. Néanmoins, c'est des choses que l'on commence à voir, et que l'on commence à voir assez fortement. Alors, bien sûr, c'est très 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 géopolitique, c'est hyper compliqué, et à chaque fois on nous dit oui, mais il y a le pétrole lourd. Oui, le pétrole lourd, ok, c'est ça. Oui, mais il y a le polaire. Ouais, mais le polaire, c'est ça. Oui, mais il y a le pétrole en eau profonde. Oui, à chaque fois on trouve 1, 2, 3 gisements, mais on n'arrive pas à aller... à un moment ou à un autre, même les sociétés pétrolières, maintenant on a encore entendu dernièrement parler un des responsables de Total qui disait oui, effectivement, il y a un problème de limite de quantité de pétrole et on va arriver à un moment à cette limite. Ici, ça c'est des prévisions, enfin c'est les productions et les prévisions. Ce qui est intéressant de voir, c'est ce graphe-là. Ici, en rouge, c'est la consommation, la production effective, la ligne rouge ici, c'est la production effective de pétrole, c'est-à-dire ce qui sort des extractions, quoi, en fait, des sites de pétrole lourd. En pointillé, c'est ce qui est prévu, mais ce qui est surtout hyper important, c'est ce qui est en orange, c'est-à-dire la découverte de nouveaux champs pétroliers. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a eu les découvertes des années 40, surtout les découvertes des années 60, enfin 50 bien sûr, ça c'est toute l'époque Rockefeller machin, mais là, les années 60, voire jusqu'à 70, ça c'est tout le pétrole du Moyen-Orient, où là on s'est dit mais c'est du pétrole, il n'y a aucun problème, c'était l'abondance de pétrole. Sauf que quand on regarde depuis les années 80, les découvertes, ça, il n'y en a pas assez, et de toute façon on ne pourra pas, même si on va de l'offshore profond. Vous savez que dans le golfe de Guinée, on va aller chercher le pétrole jusqu'à 4 km sous l'eau. C'est-à-dire il y a des puits qui descendent à 4 km sous l'eau, puis après qui forent pour aller chercher le pétrole. Enfin, en termes de coûts, c'est monstrueux. Donc voilà, il y a déjà un problème d'accès, de coûts et de quantité totale qui fait que de toute façon, le pétrole, ça va poser problème.
J'ai pris quelques articles ici, notamment un article que j'avais vu dans les années 2008. Hein, c'était un des champs de pétrole importants au Mexique, qui était le champ de Cantanarel, si je ne me trompe pas, où dès 2008, on voyait qu'en gros, le champ était à déplétion. C'est-à-dire que le Mexique était un pays assez fortement producteur de pétrole, et ils avaient fait des investissements massifs sur ce champ pétrolier, qui malheureusement est arrivé à déplétion beaucoup plus rapidement que prévu. Et en gros, ça remettait tout en cause par rapport à la stratégie énergétique de ce pays. Je vais passer rapidement sur l'électricité, possiblement fossile avec piégeage et stockage du CO2. Alors, en gros, pour l'électricité, ici, c'est la production d'électricité au niveau mondial entre, pareil, 71 et 2014 par type de source, on va dire, primaire. Typiquement, ce que l'on voit, c'est que ici, vous avez essentiellement du fossile. Là, c'est le nucléaire. Et là, c'est de l'hydraulique. Et les autres, c'était typiquement le renouvelable, hein, typiquement, mais pas que, il y avait d'autres choses, mais voilà. Si on regarde même dans le fossile, on voit que le charbon, c'est à peu près 40% de l'électricité, ou c'était 40%. Le pétrole, bon, c'était que 4%, mais ça c'est plutôt très tendanciellement à la baisse. Et le gaz aussi, assez tendanciellement à la baisse, avec 21%. Le nucléaire, finalement, ne représente que 10% de la production d'électricité. L'hydraulique, donc le renouvelable, hein, certes, mais qui produit plus finalement que le nucléaire à l'échelle mondiale. Et les autres, dont le renouvelable, qui était assez fortement faible et tout. Donc en gros, si on tire des traits assez fortement, et c'est encore valable jusque maintenant, la production d'électricité, elle est essentiellement fossile et elle est encore très très fortement basée sur le charbon. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Par contre, les tendances, elles sont complètement... c'est très très fortement changeant. Pourquoi ? Alors, pourquoi c'était basé notamment sur le charbon ? Ces données sont plus valables. Ça, c'est des données que j'ai reprises de 2002 qui sont assez fortement modifiées, mais ça explique pourquoi la Chine notamment avait sa stratégie politique. C'est-à-dire, en 2000, on avait les réserves qui avaient été données en gigatonnes équivalent pétrole, en charbon, en pétrole, en gaz et en total fossile. On avait la consommation annuelle de chaque type d'énergie en mégatonnes équivalent pétrole. Et donc, quand on divisait les réserves totales trouvées, prouvées, par la consommation annuelle, on voyait qu'il nous restait 216 années de réserves de charbon, 45 années de pétrole, 67 années de gaz, pour un total global de fossiles qui était aux alentours de 100 ans. Ça veut dire que si jamais vous étiez un industriel et que vous mettiez de côté le problème de réchauffement climatique, vous aviez envie de développer quelque chose pour produire de l'électricité, qu'est-ce que vous alliez faire ? Tendanciellement, vous regardez ça, vous vous dites si je veux produire de l'électricité, je ne vais pas faire pétrole, parce que j'en ai pour 45 ans de réserve. Je vais faire un investissement qui, au bout de 20 ans, va commencer à devenir très très coûteux, parce que quand la réserve devient peu abondante, ça coûte plus cher, donc je vais avoir de l'instabilité dessus. Donc globalement, je vais faire du charbon. Même si on prend les évolutions, donc là c'est encore les croissances annuelles entre 1976 et 2000, c'est-à-dire les évolutions de ces consommations-là, où on voyait que par exemple typiquement la consommation de gaz elle augmente assez fortement par an, et forcément ça a pris en compte des évolutions. Il y avait encore à peu près 100 ans de charbon, plus que 30 ans de pétrole, plus que 30 ans, on va dire 30-40 ans de gaz, et pour une moyenne de ça. Donc, quand on prenait ces données-là qui étaient valables à une époque, ça explique pourquoi à l'époque la Chine a misé beaucoup sur le charbon. Ça, c'est sûr. En plus, l'autre souci, c'est que quand on regarde les réserves de charbon au niveau mondial, elles sont pour une grosse partie aux États-Unis qui n'avaient pas ratifié Kyoto, en Chine qui n'avait pas d'obligation de Kyoto, en Inde qui n'avait pas de problème Kyoto, en Australie qui était dans Kyoto mais qui est parti. L'Afrique du Sud, pas de Kyoto, et la Russie, qui est dans Kyoto, mais qui... Voilà. Donc en fait, en gros, il y avait quand même pas mal de soucis là-dessus. Et surtout, si on regarde, ça c'est des données pareilles de l'Agence internationale de l'énergie, la Chine, premier producteur mondial, exportateur, non, ils n'exportent pas, et deuxième importateur mondial.
Donc la Chine mise vraiment très très fortement, et misait encore jusqu'à très récemment, très très fortement sur le charbon. Ça explique pourquoi ils ont notamment explosé leurs émissions de gaz à effet de serre. Le problème du piégeage et stockage du CO2. Alors en fait, en gros, il y a plein de moyens, je ne vais pas rentrer dans les détails, de capturer le CO2 puis de le mettre typiquement soit dans le fond des océans, mais il y a des risques d'acidification, soit dans des champs de gaz ou de pétrole déplétés. Mais qui nous dit que le CO2 qui va être capturé va pas ressortir à un moment ou à un autre? Soit dans les aquifères. Ouais, mais les aquifères, c'est pas très loin des sources de captation d'eau, donc on ne sait jamais trop comment ça va se réagir. Soit sur des usines à plancton, fabrication de plancton, doper des fabrications de plancton. Ouais, mais on a besoin de soleil, et la surface au sol, elle n'est pas. Donc c'est compliqué, on n'y arrive pas. Et en plus, le problème, c'est que globalement ici, ça augmente les émissions totales au début, c'est-à-dire que ça crée une surconsommation pour capter le CO2. Et puis surtout, ça a un coût non négligeable. En fait, un coût qui est estimé dans les 10 à 15 ans à venir de 20 à 30% en plus sur le coût de production d'électricité. Donc déjà, c'était cher. Avec les quotas CO2, ça devient de plus en plus cher. Et même si on ne prend pas en compte les quotas CO2 parce qu'on piège et on stocke, mais ça reste un souci important. Donc en fait ici, et ça c'est intéressant parce que c'est des données qui datent de 2008, de mars 2008, c'est le rapport Bataille et Biro qui étaient deux députés de 2008, il y en avait un du PS et un de la droite, donc c'était une commission qui avait été faite de ces deux députés pour dire qu'elle était en gros apolitique ou du moins pas marquée d'un côté ou de l'autre. Et donc la problématique liée au captage et au stockage du CO2, énormément d'argent dépensé dans ces méthodes, plus que dans les énergies renouvelables, c'était indiqué directement dans le rapport de 2008 quand même. 26 milliards d'euros de financement public pour seulement 2 milliards d'euros dans l'éolien, 2 milliards d'euros dans la géothermie. C'est des données, c'était indiqué noir sur blanc en 2008. Le CSC, donc le captage et stockage du CO2, vise à verdir l'image des énergies fossiles. Le CSC conforte l'utilisation d'énergie carbonée pour des pays qui l'importent. Bah oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais nous, on n'a plus de charbon en Europe. On n'a plus de gaz. Ou quasiment plus, on importe tout, par exemple pour le gaz de Russie. On n'a pas de pétrole, on importe tout du Moyen-Orient. Donc à chaque fois, quand on importe, ça nous mine, ça nous casse notre balance commerciale. Donc on a de plus en plus de dépendance ici. Donc l'utilisation d'énergie fossile carbonée dans les pays qui la confortent, qui les importent, même avec le risque d'accroître leur dépendance énergétique, puisque l'implantation d'un dispositif de CSC impose un supplément de consommation d'énergie. En gros, ça retarde la transition énergétique. C'était des infos qui étaient déjà données dès 2008. Vous le savez peut-être, on a eu une unité de captage et stockage du CO2 sur la raffinerie EDF, qui a, pour être honnête, je ne sais pas si elle a marché ou pas. On a entendu qu'il y a eu 1 tonne de CO2 capté à un moment, mais on ne sait pas si ça a été à plus que ça. Et notamment, l'ordre de grandeur... capté 1%. Le démonstrateur était sur 1%. Était sur 1%. Mais globalement, à l'époque, la centrale émettait 3 millions de tonnes de CO2 par an. Donc capter 1%, pardon, pas 1%, mais capter au moins... Moi, quand je l'avais entendu, 1 tonne sur 3 millions de tonnes annuelles, l'ordre de grandeur n'était pas là. C'était pas ça. Et donc, pour conclure sur cet aspect ici, électricité fossile, Dong Energy. Dong, c'est Danish Oil and Gas. C'est ça ce que ça veut dire. Donc c'est l'entreprise danoise de pétrole et de gaz naturel. Avait dit dès 2017, mais c'était pour le coup assez fortement novateur, en gros il disait bon nous on mise sur autre chose, pour ne pas faire de détails, ils misent sur l'éolien offshore, et ils avaient dit on va lâcher tous nos actifs charbon. C'était la première grosse entreprise européenne à dire on lâche tous nos actifs charbon. Et en gros en 2023 on n'aura plus rien. Et ils l'ont déjà fait là, ça y est, ils ont déjà quasiment tout liquidé, il n'y a plus rien, on n'est pas en 2023, ils ont tout liquidé. Donc voilà, et depuis d'autres entreprises l'ont fait. Cette entreprise, vous ne la retrouverez pas maintenant, ça s'appelle Ørsted. Parce qu'ils ont changé de nom, parce que justement ils ne font plus du tout de oil and gas, donc ça ne servait à rien de garder Dong. Et donc maintenant vous retrouvez ça sur le nom de Ørsted. C'est un des acteurs majeurs de l'éolien offshore, comme quoi la transition énergétique peut nous amener de l'oil and gas vers le renouvelable. Je vais passer rapidement sur le nucléaire parce que vous allez voir que je suis sans complaisance par rapport au nucléaire. Je garde ça parce que c'est quand même assez important de voir que
C'est des données de 2007. Ça, c'était dans un journal, Le Monde, du samedi 23 juillet 2007. Et ça, c'était dans le supplément magazine du Monde. Où vous voyez, nos énergies ont de l'avenir, un avenir dans CO2. Donc, c'est la symbolique quand même qu'il y a derrière, c'est dire que le nucléaire, c'est du renouvelable, c'est du vert. Voilà. C'était ça un peu la symbolique derrière. Qui était... En plus, c'est tout petit, hein, ça ne se voit pas. Voilà. En revanche, on regardait dans le même package, hein, quand on achetait le journal, on avait le magazine, on voyait ce graphe qui est quand même aussi symboliquement assez fort, c'est un iceberg, donc il y a la face immergée et la face émergée de l'iceberg. On voit ici une petite centrale nucléaire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a le champignon atomique. Pourquoi? Parce que clairement, ici, c'est Iran, Corée du Nord, beyond the news. Qu'est-ce qu'il y a derrière les infos? Vous le verrez, dès 2007-2008, on parlait des problèmes de prolifération nucléaire dans les pays, notamment Corée du Nord, Iran. Et on en reparle encore maintenant. Il y a 15 jours, on parlait des sanctions états-uniennes sur l'Iran pour des problèmes de prolifération nucléaire. Alors, je passe sur les détails de comment on fait. Je fais un tout petit point pour parler de la singularité française sur le nucléaire, c'est-à-dire qu'on est le seul pays au monde à avoir plus de, en gros, 70% de notre production électrique, et ça c'est un peu passé d'ailleurs, c'est plus tout à fait le cas, mais on est vraiment un pays où le nucléaire, à chaque fois que j'en parle et que je vais dans d'autres pays, on me dit oui mais toi t'es français, le nucléaire c'est un truc, il n'y a que vous les Français qui misez par ça. Et c'est un peu vrai, on a un tropisme un peu étrange avec le nucléaire, notamment en France, et notamment dans ces pays qui ont entre 50 et 70% de leur production électrique par rapport au nucléaire. C'est des pays où ils ont hérité de certaines centrales nucléaires, notamment lors de l'explosion de l'Union soviétique, et qu'ils ne souhaitaient pas forcément avoir autant de nucléaire dans leur pays. Je passe sur le fait que l'uranium français est importé à 100%, donc quand on parle d'indépendance, non, je veux dire, s'il y a un problème de guerre mondiale, hein, à un moment on se pose la question quand même, quand on voit la Chine qui est en train de se fighter un peu fort avec les États-Unis en Pacifique, on entend comme ça des petits bruits d'une potentiellement troisième guerre mondiale. C'est pas que je la souhaite, hein, c'est loin de là, mais l'indépendance, non, il faut être honnête, c'est pas le cas. Ça, je m'arrête quand même assez fortement parce que ça rejoint un peu le rapport Biro-Bataille. Ça, c'est des données qui viennent de l'Agence internationale de l'énergie. C'est les budgets des gouvernements sur la recherche en énergie. Et vous voyez ici la recherche en conservation, oil and gas, charbon, renouvelable. Hein. Ça, c'est la recherche en renouvelable ici. Donc vous voyez, c'est des données ça, bon ok, mais alors après ça. Et vous voyez ici, fusion et fission nucléaire. Globalement, la grande majorité, voire les 3/4 des budgets de recherche R&D des pays de l'OCDE, les pays de l'AIEA, mais c'est globalement les pays de l'OCDE, est parti dans le nucléaire, les 3/4. Hein, pour, rappelez-vous, le nucléaire au niveau mondial, c'est 10% de la production électrique. C'est quand même un truc, 3/4 des budgets R&D pour 10% de la production électrique. Ça vous pose pas de problème, vous êtes un investisseur, vous dites tiens, il n'y a pas un truc là? Bon, voilà. Donc l'indépendance énergétique avec le nucléaire, voilà, je pense que ça c'est un leurre, c'est faux. Les combustibles et les déchets, donc en fait c'est 20 tonnes de déchets radioactifs par an. Les risques d'accident, globalement en France on a eu un accident qui a été classé de niveau 4 sur 8 à la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux en 80, qui est assez peu connu. C'est resté dans le cœur, dans le compartiment réacteur, donc ça n'a pas fuité, donc c'est bon. Bon, il y a eu clairement Three Mile Island qui a été un des marqueurs en 79 où l'accident a été assez fortement avec une fuite de combustible hors du compartiment réacteur, et donc ça a très fortement à l'époque bloqué le développement du nucléaire aux États-Unis, qui depuis est assez modéré. Bien sûr, il y a Tchernobyl 86. Et surtout, depuis Fukushima, voilà, bon, je pense que là, il n'y a pas trop de... dont certaines conséquences sont encore visibles. Hein, c'est-à-dire que quand on va là-bas, on remesure et on voit encore des fuites de liquides radioactifs en fait, qui vont dans l'eau, parce que la réaction n'est pas encore complètement maîtrisée là-bas. Et surtout, et l'autre aspect quand même qui est assez important, c'est que moi, je vous parle de dimensionnement du problème, le dimensionnement énergétique, comment on peut donner de l'énergie à l'ensemble du monde. C'est ça mon problème. Si vous vous souvenez, on avait dit qu'on allait être peut-être 9-12 milliards, et il fallait trouver des solutions énergétiques pour le monde. Et avec ça, on ne peut pas. Pourquoi ? Parce que
À un moment, en 2007, donc toujours à cette époque-là, 2007-2008, le président de l'époque, c'était Nicolas Sarkozy, il allait à l'ONU pour dire « Nous, on va donner des solutions décarbonées à des pays. On va aller vendre des centrales nucléaires en Libye, en 2008. » Oui, mais là, vous vous souvenez, l'État, la Libye, là maintenant, c'est comment? Est-ce que vous souhaitez vraiment qu'il y ait une centrale nucléaire en Libye? Ah, la question se pose. On va en vendre en Chine, on va en vendre en Inde, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des données que vous retrouverez sans aucun souci dans la presse locale de l'époque, enfin pas locale, mais nationale. Mais donc, à ce même moment-là, la Russie a dit, bah oui, nous aussi, on produit des centrales nucléaires, on va en vendre, on va aller en vendre en Chine, en Iran, en Égypte, en Indonésie, au Vietnam, en Algérie. Mais la France, elle a dit, mais non, mais on ne va pas vendre une centrale nucléaire en Algérie. C'est pas possible. Quand on sait ce que ça a, malheureusement, a posteriori, quand on sait ce que ça a fait avec la Libye, la France a, entre guillemets, mis son veto. On ne va pas vendre une centrale nucléaire en Algérie. L'Iran, non, on ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que, à la même époque, je vous parle de la même époque, je ne parle pas de... Le journal de... alors là, je vais être un peu... Du 10 juillet 2008, c'est le même journal, hein, vraiment le même journal. Les Occidentaux, c'est Le Monde, hein, on ne peut pas dire que c'est un truc... voilà. Les Occidentaux affichent leur perplexité face au régime iranien sur le nucléaire. Bref, en gros, Nicolas Sarkozy qui dit « Chaque pays, par les canaux qui sont les siens, essaiera d'en savoir un peu plus sur les intentions du régime iranien. » On savait que les Iraniens, à cette époque, voulaient développer l'arme nucléaire. Ils utilisaient le nucléaire civil pour développer l'arme nucléaire. Et dans le même journal, un tout petit encart en bas, nouveau tir d'essai d'un missile iranien Sahab 3. Donc Sahab, j'ai appris depuis que ça voulait dire nuage, enfin en gros, voilà. Vous lirez, la portée du missile est de 1500 km et qui est globalement la distance entre la capitale iranienne et Tel Aviv. Et voilà. Et donc c'est dans le même... Et comme par hasard, ce missile, hein, il a une petite poche en haut devant où on peut mettre 30 kg, je crois. Alors il faudra relire, mais voilà, 30 kg qui pourrait potentiellement être une arme nucléaire. Vous avez entendu d'un autre pays qui fait des essais de tir de missiles? La Corée du Nord. Ça vous parle, la Corée du Nord? Voilà. Exactement la même chose. Des distances jusqu'au Japon. Voilà. Donc le nucléaire, il y a clairement un souci d'utilisation du nucléaire pour les aspects énergétiques, parce que derrière, il y a toujours le nucléaire militaire. Mais, comme je sais que le nucléaire est très sensible, on va dire même si on met cet aspect-là, tout ce que je viens de dire, les accidents, les déchets nucléaires, on n'en a pas parlé, la prolifération nucléaire, même si on met tout de côté. Si on regarde, le nucléaire, c'est simplement trop cher. C'est juste trop cher. Le coût de CAPEX du nucléaire, le CAPEX, c'est les Capital Expenditure, ça veut dire combien ça coûte de développer une centrale. À l'heure actuelle, avec les coûts qui avaient été donnés, qui sont donnés depuis la Cour des comptes, là, de données de juin 2020, l'EPR de Flamanville a un coût qui est estimé aux alentours de 19 à 20 milliards d'euros pour 1,6 MW, 1650 MW installés. Ça fait un coût CAPEX du mégawatt installé de l'ordre de 11,5 millions du mégawatt. On nous dit que et ça ne fonctionne pas encore, hein. On est d'accord, il n'est pas encore en activité. Il y a eu des EPR qui ont été fabriqués en Chine pour, on va dire, 12-13 milliards d'euros, alors qu'on avait annoncé 2 milliards d'euros au début, hein. Ça fait un coût CAPEX de l'ordre de, on va dire, 8 millions d'euros du mégawatt installé. Certes, les facteurs de charge sont importants, mais le coût CAPEX d'une centrale éolienne offshore, j'ai pris le cas le plus défavorable, c'est-à-dire, quand je dis le cas le plus défavorable, c'est les coûts qui ont été annoncés pour Courseulles il y a déjà quelques années, sachant que les coûts ont diminué. C'est un coût CAPEX de l'ordre de 4 millions du mégawatt installé. Certes, pour un facteur de charge plus faible, mais quand même, c'est des coûts à 2, voire des fois 3 fois moins chers. Il coûte combien le combustible renouvelable? Il coûte rien. Il coûte combien le combustible nucléaire? Bah oui, il faut le payer. Et puis il coûte combien le déchet renouvelable? Alors certes, il y avait les pales, mais les pales, on est en train de les recycler. Les déchets nucléaires, on ne les recycle pas. On peut dire aussi, là on parle en CAPEX de mégawatts installés. Quel est le coût du mégawattheure? Et ce sera ma dernière diapo. Le prix du mégawattheure,
c'est extrêmement compliqué de savoir combien. Alors le mégawattheure, c'est l'unité de production électrique, voilà le coût. C'est extrêmement difficile d'avoir le coût complet du prix du mégawattheure nucléaire parce que la France ne donne pas ces infos. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de problèmes avec l'Union européenne qui n'arrêtent pas de sommer la France de donner le coût du mégawattheure et globalement, ils n'y arrivent pas. Mais on peut quand même prendre les infos par la Grande-Bretagne parce que la France, via EDF, a vendu un EPR en Grande-Bretagne qui est en cours de construction et dont les coûts sont en train d'exploser. Sauf que, à l'époque, les coûts d'achat du mégawattheure avaient été donnés à 92,5 livres du mégawattheure. Si on fait la conversion livre-euro, ça fait des prix à 108 euros du mégawattheure. Et ça, c'est des données qu'on peut trouver sur la presse nationale, communiqué de presse EDF et ainsi de suite. Le coût du mégawattheure éolien, sur les premiers projets attribués en France, c'est-à-dire des projets anciens qui coûtent très cher et qui coûtent globalement assez cher, c'est entre 130 et 150 euros du mégawattheure. Donc quand on dit que le renouvelable est beaucoup trop cher par rapport aux autres énergies, sur ces cas-là, c'était le cas, mais ça devient quand même proche. Sauf que le dernier parc qui a été attribué, il a été attribué à 44 euros du mégawattheure. Sans subvention, au-dessous du prix de rachat de l'électricité. Donc en fait, et si on regarde les données dans d'autres pays, notamment on parle du Royaume-Uni, le Royaume-Uni, moins 40% d'émissions, vous vous souvenez les données de tout à l'heure, moins 40% d'émissions, ils ont développé à fond l'éolien offshore. Ils ont des coûts de production qui sont clairement au-dessous de la parité réseau. Ils sont vraiment au-dessous des coûts de l'électricité. Voilà. Donc, en gros, tout ça pour dire que moi, je vous engage, et j'ai pas eu le temps, et je voulais, mais j'ai déjà largement explosé mon temps, donc je voulais vous parler des scénarios RTE et des scénarios négawatts de cette semaine, parce que globalement, on voit qu'il y a des scénarios 100% renouvelables, à des échelles de temps qui ne sont pas déconnantes. Et donc, je pense que ce serait très intéressant de parler de ces scénarios-là. Et je fais juste la promo sur un des projets de recherche que l'on a au labo. C'est le projet Tiger, dont l'objectif est de donner les lignes directrices pour avoir le coût de l'électricité hydrolienne à moins de 100 euros du mégawattheure. Ça voudrait dire qu'en gros, le coût de l'électricité hydrolienne serait inférieur au coût du nucléaire d'Hinkley Point, qui est un coût qui a été officiellement annoncé. Voilà. On n'en est pas là, il faut être honnête, on n'en est pas à ce prix-là, on est plutôt autour de 250-300 euros du mégawattheure à l'heure actuelle. Mais on a les trajectoires et les idées pour aller vers un coût aux alentours de 100 euros du mégawattheure. Et enfin, pour les plus jeunes, donc c'est le master que nous avons à l'université, là, énergie renouvelable et génie civil, master en anglais, avec un parcours génie civil, énergie renouvelable et génie civil, ou un parcours énergie, seulement master renewable energy. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je suis désolé, j'ai un petit peu explosé le temps, je crois, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je veux bien. Oui. Moi, juste une remarque, je dirais sur la partie de l'estimation du coût éolien offshore. Oui. Il faudrait y mettre un coefficient correcteur qui est lié au stockage, parce qu'à un moment donné, pas sur l'hydrolien, mais sur l'éolien offshore, oui. Il y a quand même, on ne peut pas comparer l'énergie nucléaire qui est entre guillemets disponible et l'énergie offshore telle qu'elle est pensée aujourd'hui, dans laquelle il n'y a pas forcément de stockage et on n'a pas forcément la même disponibilité. Ouais. Donc, mais de toute manière, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant, mais le problème dont tu fais référence, il se pose dans l'autre sens pour le nucléaire. Parce que le nucléaire produit beaucoup, très haut, et on entend des fois parler qu'il est pilotable, mais il n'est pas pilotable au sens... On jette de l'électricité avec le nucléaire actuellement, parce qu'on n'en consomme pas assez. Et voilà. Et on peut faire de l'hydrogène. Alors on pourrait, mais n'empêche que le coût reste... Non, mais je veux dire, à la limite, on pourrait mettre un coefficient correctif pour éviter ce biais en disant que certes l'offshore ne donne pas une disponibilité, mais si on y apportait un coût de stockage supplémentaire, on est encore dans les clous. Oui, alors voilà. Oui. Non, mais j'ai pas eu le temps de détailler, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis sur l'aspect stockage. Mais aujourd'hui, c'est Jean Covici, on l'entend en premier, ouais. Régulièrement, il dit la disponibilité, c'est bien des éoliennes, c'est bien le solaire. L'offshore, on l'accepte pas.
mais la disponibilité de l'électricité, elle est quand même pas là forcément en permanence, ce qui n'est pas le cas pour l'hydrolien, où on peut estimer qu'on a une production plutôt continue. Alors, elle n'est pas continue, mais elle est très très programmable. Elle est prédictible, elle est prévisible. Ouais. Ce qui n'est pas le cas moins pour l'éolien, même si ça l'est quand même un peu quand on est en offshore. Alors, sur les grosses tendances saisonnières, c'est sur les grosses tendances saisonnières, c'est prévisible. Sur le moyen terme, 15 jours, c'est instable, c'est-à-dire ça dépend mais après, à 3 jours, c'est assez prédictible, mais à 3 jours, ça demande des éléments, ouais, c'est assez. Mais moi, ce que j'entends aussi, pour, on va dire, relier sur cet aspect on entend souvent le fait que le nucléaire est pilotable, c'est pas vrai, c'est faux, c'est pas vrai. On peut faire régler le nucléaire, mais il ne suit pas la courbe de consommation journalière. Donc dans tous les cas, c'est faux. Si on produit trop d'électricité nucléaire, on peut le jeter. Oui. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans certaines situations. Ouais. Où on le vend à prix négatif, donc on paye pour l'exporter. À la limite, quand il y a du vent et qu'on n'a pas besoin d'électricité, c'est pas très grave, puisque l'énergie, on ne l'a pas payée. Alors, déjà, on ne l'a pas payée, oui. Mais quand on a besoin d'électricité et qu'il n'y en a pas, le nucléaire, c'est pareil. Quand on arrive au taux de production maximum et que les centrales ne peuvent pas produire, on va appeler... on appelait à l'époque la centrale au charbon du Havre ou les centrales charbon pour les redémarrer, parce qu'on ne peut pas augmenter la production. Je suis complètement d'accord avec ça. Donc la flexibilité du nucléaire n'est pas une bonne chose, et l'apparition des énergies alternatives sur un réseau hyper connecté avec du nucléaire, c'est pas très compatible non plus. Donc Mais de toute façon, on le voit dans les aspects des programmes de recherche, le stockage, c'est que ça. C'est vraiment essentiellement ça. On n'a pas parlé de l'hydraulique à barrage, mais il y a des solutions d'hydraulique à barrage avec du pompage, remontage, les steps. Puis il y a plein de solutions de stockage qui sont en train d'arriver, avec de l'hydrogène ou ce qu'on appelle les Power to X, donc X étant potentiellement de l'ammoniac, du méthane, des solutions un peu d'hydrogène modifiées avec des radicaux qui ne sont pas carbonés. Enfin, il y a plein de solutions qui sont envisageables. Voilà, mais effectivement, ouais, ça... Si on investit autant sur ces types d'énergie qu'on a investi sur le pétrole et le nucléaire... voilà, c'est exactement l'objectif de ce que je voulais dire. Et comme on ne change pas... du moins, faut quand même étonner. Le discours change. Après, dans les actes, on verra, mais le discours change. Il est déjà presque trop tard. Là, et c'est ça qui est... Bon, encore une fois, je n'ai pas eu le temps de vous présenter les scénarios RTE, mais clairement, il y a des scénarios à 100% renouvelables à 2050 qui sont... pas déconnant, hein, alors ça présume, de toute façon, l'électricité, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Ça, on ne le dit pas assez, mais c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc déjà, sur les aspects efficacité énergétique, il y a énormément de choses à faire. Et après, faire un scénario 100% renouvelable, c'est envisageable. Moi, j'en veux pour preuve, hein, je vais vous le dire. Quand j'étais petit, quand on voulait faire un rapport ou un exposé, on avait ce qu'on appelait les disquettes. Les disquettes, c'était un truc qui était grand comme ça, et il y avait 1,4 mégas de données dans ce petit truc, qui était gros comme ça, quoi. Voilà. Maintenant, les clés USB, c'est des gigas, mais j'aurais pu dire combien, mais dans un truc qui est grand comme mon petit ongle. Donc quand on conçoit et qu'on arrive à se dire on a réussi avec un investissement massif et de l'intelligence à avoir un truc qui était comme ça pour 1,4 mégas et maintenant on a des centaines de gigas, pour ne pas dire, je pense des téras, je ne suis pas sûr, mais enfin un téra dans un ongle. Bon voilà, je n'irai peut-être pas jusqu'au téra, mais enfin si, voilà, pourquoi pas. On est capable de faire des trucs de dingue. Et clairement, quand vous voyez l'Angleterre, l'Allemagne qui arrivent à diminuer leurs émissions de 20, 30, 40%, et c'est pas la misère, quand je dis c'est pas la misère, c'est pas économiquement, ils sont pas à la ramasse, quoi. Donc on peut, quand on est à 40%, passer de 40 à 50, 60, 70, on est sur la trajectoire. Voilà, et 2050, c'est court, mais c'est loin. C'est en l'échelle de 20 ans. Rappelez-vous, l'Allemagne avec les moins 25%, c'est entre 90 et 2010, sachant qu'ils se sont déclenchés en 97, Kyoto.
Donc 90-2010, sur une période de 20 ans, ils ont diminué de moins 24% sur finalement que 10 ans de travaux. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas être pessimiste. Il ne faut pas être pessimiste. Mais par contre, il faut se relever les manches, quoi. Il faut y aller. Bon, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou sinon on va s'arrêter là. Non? Bon, merci en tout cas pour votre présence jusqu'au bout, c'était agréable. Bonne soirée. Je repasse la parole à Louis.